Bonjour. Euh, Merci à Lara pour l'opportunité. Puis je suis heureux d'être là ce matin avec vous. Donc moi, mon idée ce matin, c'est vous parler un peu de restauration des ripisylves et de changement climatique. Voilà, c'est ouvert, donc je suis ouvert. N'hésitez pas à poser vos questions. Donc je suis, voilà, comme l'a dit Chloé, je suis chercheur à INRAE et je travaille plus particulièrement sur les techniques de génie végétal, la restauration des berges de cours d'eau et le contrôle des espèces exotiques envahissantes. Donc je vais vous parler un peu de génie végétal en rivière et peut-être, ouais, je me cale un peu, juste j'aime bien quand même savoir de quoi on parle et, euh, et du coup de mettre un peu les choses dans son contexte. Donc c'est important, je pense, de voir que ce qui joue quand même le plus sur la biodiversité, ça reste le changement d'usage et que voilà, que c'est la dégradation des habitats et que c'est pas notamment les espèces exotiques envahissantes, en tout cas en Europe continentale. Ça, j'aime bien le rappeler. Euh, donc les habitats, ils sont détruits. On détruit la surface d'un département français à peu près tous les 10 ans. Euh, du coup, ouais, on peut se demander comment il faut faire. Bon, avec le zéro artificialisation nette, on peut espérer que ça change, mais en tout cas, ce n'est pas le cas. Et il y a peu de lois en écologie qui fonctionnent, mais il y a une loi qui existe. Enfin, il y en a quelques-unes, notamment celle-là, la loi R-Espèces, qui montre que la, que la, que la surface, en fait, le nombre d'espèces dépend directement de la surface en fonction de deux paramètres, C et Z, quoi. Donc voilà, donc que si on veut enrayer la perte de biodiversité, il faut arrêter l'artificialisation. Sinon, c'est incantatoire. Et ça, je trouve on est quand même pas mal dans l'incantation souvent. Et ça, c'est un peu, je trouve, quelque chose, et je reviendrai, mais je développe pas ça ici non plus, mais c'est quelque chose sur l'interdisciplinarité, voire la transdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on a tous des œillères, et le gars qui s'occupe de la biodiversité, il ne s'occupe pas de l'habitat et de l'imperméabilisation. Et du coup, à chaque fois, voilà, ça, c'est ce que montre pas mal Edgar Morin sur le fait qu'effectivement, voilà, c'est bien de travailler en interdisciplinaire, en transdisciplinaire et de casser un peu les lignes et les codes, mais je pense que c'est trop d'actualité, j'y reviendrai. Et puis les espèces exotiques envahissantes, bon, je rappelais aussi que ouais, menacent pas directement la biodiversité à l'échelle continentale. Je parle à l'échelle locale, elles peuvent la menacer, mais pas à l'échelle continentale. Sur les continents, voilà, ça ne fait pas disparaître d'espèces, etc. Donc ça se discute, hein, mais c'est à rappeler aussi. Voilà, voilà, on vit tous là un changement global qui est un changement radical. On nous demande, nous scientifiques, vous gestionnaires, de l'accompagner. Et je pense que, j'y reviendrai tout à l'heure, je pense que là-dedans, les exotiques, bon, c'est une catastrophe, mais ça peut être aussi une opportunité. Et puis pour les traiter, il faut voilà, des actions avec des objectifs explicites, raisonnables et atteignables pour ne pas s'épuiser là-dessus. Donc l'idée, je pense qu'aujourd'hui, là où on en est, c'est aussi d'accepter et d'accompagner le changement des ripisylves qu'on observe chaque jour, chaque décennie. Donc je vais peut-être voilà, parler un peu des fonctions des ripisylves. Donc c'est un rappel, je pense, pour la majeure partie d'entre vous, c'est peut-être un peu basique, mais je le ramène. Donc on est à l'interface entre les milieux terrestres et aquatiques, c'est les points chauds de biodiversité. 1% des terres émergées accueillent à peu près 10% de toutes les espèces connues. Un tiers des vertébrés dépendent fortement de ces milieux. Et puis il y a voilà, cette figure aussi que j'aime bien, qui montre que c'est des milieux sur lesquels il y a beaucoup plus d'espèces ramenées à la surface comparé aux milieux marins ou aux milieux terrestres. Donc c'est des milieux particulièrement riches, mais c'est aussi les milieux qui sont les plus menacés. Donc c'est des milieux sur lesquels on doit être attentif, ce sont nos hotspots de biodiversité. Donc on y retrouve les espèces terrestres, les espèces aquatiques et les espèces d'interface. Bon, ça a été un peu évoqué aussi, puis on y reviendra dans la journée, ce que ça donne en ombrage sur les parties amont des cours d'eau. Et puis en termes de fourniture d'énergie, que ce soit le bois ou les insectes ou les feuilles mortes. Les corridors biologiques, bien souvent, en fait, le cours d'eau, c'est devenu le seul corridor biologique. C'est assez intéressant de voir ça sur les cartes aériennes, dans la Beauce ou dans nos vallées ici.
Souvent, la seule zone qui reste, la seule zone où on peut circuler qui est verte, c'est les corridors. Il y a l'épuration aussi. Bon, on en a parlé, vous connaissez ça aussi, les fonctions d'épuration, azote, phosphore, pesticides qui sont retenus. Et puis la modification de la dynamique fluviale. Bon, tout ce qui est low-tech et le bois, là, on voit bien que on a bien vu, on sait aussi, si on revient dans le temps long, que les rivières ne ressemblaient pas du tout à ça avant le développement des angiospermes, qu'une rivière sans arbres, c'est une rivière plus large, aussi que ça ralentit les crues, que ça produit et retient les embâcles, et donc que ça retient la morphologie. Il y a des fonctions de protection contre l'érosion, donc ça c'est des fonctions sur lesquelles on travaille nous beaucoup, assurées par le bois. Même si la protection contre l'érosion n'est pas une fin en soi. Et puis on a parlé des îlots de fraîcheur, et ça sera développé plus avant, et Antoine l'a évoqué. Et puis les fonctions récréatives et sociales, qui sont extrêmement importantes aussi. Et puis la production de biomasse, voilà, qui est un peu oubliée, mais qui revient par moment, pour le bien, dans des conditions plus ou moins bonnes, mais ça reste quelque chose, donc des milieux quand même qui sont, voilà, qui fournissent des services, ou en tout cas qui assurent des fonctions essentielles. Et puis quand on travaille sur le génie végétal, on poursuit en fait un double objectif, qui est un objectif d'abord de protéger durablement les enjeux humains, mais aussi de restaurer les fonctions écologiques et récréatives. Donc on cherche à faire les deux. Aujourd'hui, ça ne suffit plus de protéger durablement les enjeux humains. Et puis ce qui est clair aussi, c'est que bon, si on ne peut éviter de protéger, on ne protège pas. Mais quitte à protéger, autant utiliser du génie végétal. Là, vous avez un ouvrage sur la Dour, à sa réalisation. Donc ça, c'est des couches de banc chargées, des épis en fascine. Ça, c'est 2 ans après, 5 ans après, et puis plus de 10 ans après. Donc ça, c'est pour dire que un ouvrage réussi, c'est un ouvrage qui disparaît, et un ouvrage qui disparaît aussi, ça change un peu de la façon de voir d'un ingénieur. Voilà, souvent un ingénieur, il aime bien voir son ouvrage, voir les élus. Donc là, c'est un peu une évolution aussi sur des systèmes qui finalement deviennent invisibles. Et puis voilà, un truc là, le grand concept du moment, ça change à tous les 10 ans. Avant c'était l'ingénierie écologique, maintenant c'est les solutions fondées sur la nature. Si on creuse bien le contenu du concept, qu'on en discute avec des gens qui ont travaillé dessus, en fait c'est assez mou. Il n'y a pas forcément de... Enfin pour moi c'est un peu de tarte à la crème, mais je suis OK pour la controverse. Et après, ça a des avantages. Déjà, ça fournit des moyens à l'UICN, et puis ensuite, ça permet de se regrouper pour travailler là-dessus ensemble. Et puis, clairement, bon, le génie végétal, c'est des techniques qu'on retrouve il y a 2000 ans en Europe ou en Asie, qu'on retrouve aussi en Amérique centrale à l'arrivée des Européens. Donc, c'est des techniques anciennes. On n'a pas entendu les SFN pour en faire. Mais ça, voilà, c'est quand même, ça associe bien-être humain, puisqu'on protège les enjeux, et puis et aussi les bénéfices pour la biodiversité, puisque voilà, on a montré qu'on pouvait avec ça, on restaurait à la fois la biodiversité. On était, au bout de 10 à 20 ans, on est très proche de la biodiversité des berges végétales, des berges naturelles. On restaure aussi les biodiversités animales, en macro-invertébrés benthiques ou même en invertébrés terrestres. Et voilà, donc des bénéfices pour la biodiversité et le bien-être humain, sachant que c'est un peu lié, puisqu'on sait aujourd'hui aussi que la végétation, pour notre santé, c'est hyper important. Si on avait, voilà, il y a une plante, on a cette chance-là, ici dans la salle, mais voilà, on guérit plus vite si on a une plante devant la fenêtre que si on n'en a pas, etc. On sait que c'est bon pour nous. Donc on fait ça, ouais, pour la biodiversité, mais on fait aussi ça pour l'humanité. Alors ça, voilà, je vais faire un peu de théorie. J'aime bien cette figure-là, qui est un peu théorique. C'est sur les facteurs biotiques, donc qui sont les facteurs vivants, et les facteurs abiotiques, qui sont les facteurs physiques. Et on peut imaginer qu'un écosystème, jusque-là, comment il fonctionnait? Il fonctionnait dans une gamme de facteurs abiotiques. C'était par exemple les températures historiques, ici, voilà, -20, plus 40 max, voilà. Et puis des facteurs biotiques, c'est-à-dire une composition végétale qui est dynamique, qui bouge, mais qui est relativement en fait définissable, au moins pour un certain nombre d'espèces. Donc ça, c'est comme ça que c'est un écosystème historique, tel que c'est défini. L'écosystème reste dans son domaine de variabilité historique. Et puis on peut dégrader les facteurs abiotiques. Donc on peut les dégrader, bon, vous connaissez ça bien aussi, on peut enrocher, chenaliser. Ça, c'est un peu le top du top en termes de chenalisation.
Mais il y en a près d'ici, il y en a plus loin. Celle-là, je l'ai prise aux Antilles. Il y a eu les prélèvements de gravier, il y a les barrages, il y a les pompages, il y a la pollution, et puis il y a la sécheresse aussi. Voilà, toutes des nouvelles contraintes abiotiques, des dégradations abiotiques qui viennent modifier les choses. Et puis si on parle aujourd'hui, donc l'idée c'est de parler de changement climatique. Bon, ces cartes-là, c'est des cartes de la modélisation, ça reste des modèles sur des scénarios. Ça c'est le plus pessimiste, mais c'est un peu la trajectoire qu'on prend. Voilà, ça reste des moyennes sur des modèles, donc ça c'est pas forcément les extrêmes. Et puis on a vu ces dernières années à l'échelle mondiale qu'il se passait des événements localisés qui n'étaient pas du tout prédits par les modèles. Donc ça reste une moyenne. Ce qui est je trouve intéressant, c'est de voir aussi qu'est-ce que ça va donner en zone méditerranéenne, par exemple avec l'arrivée des climats semi-arides chauds, l'arrivée des climats désertiques complets en Espagne par exemple. Puis c'est intéressant de voir jusqu'où peuvent remonter des climats à caractère méditerranéen sur la côte ouest par exemple. Voilà, donc des changements sur lesquels on doit réfléchir ensemble et sur lesquels on doit accompagner aussi la collectivité du mieux qu'on peut. Voilà, je trouve ça pour ça. Ça a ce mérite d'être assez transparent et clair. On voit que voilà, au moins on va être débarrassé définitivement du climat polaire. C'est déjà ça. Et puis donc les zones arides progressent vers le nord. On a une augmentation des surfaces avec des étés secs et chauds et des étés secs plus fréquents. Donc c'est un certain nombre de conséquences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que ça dit pour la restauration des berges de cours d'eau. Donc ce changement, on a les températures, par exemple, j'ai repris ça dans le plan de bassin d'adaptation dans le domaine de l'eau de l'agence. Là, on voit que la température du fleuve Rhône, elle a déjà augmenté de 2 jusqu'à plus 4,5 degrés. Donc ça bouge. Et puis bon, sur les débits, avec une tendance à la baisse des précipitations estivales en métropole et une baisse prononcée des débits d'étiage pour une grande majorité des cours d'eau, une diminution significative des débits moyens annuels à l'échelle du territoire de 10 à 40%. Et en France, il y a déjà des tendances. Le nord est en partie concerné par la tendance à l'augmentation des crues, alors que le sud est plus concerné par une diminution des crues, sauf les petites crues, quoi. On a quand même d'avoir des épisodes orageux, voire sévenols qui peuvent encore arriver. Mais on voit, ce qui est important, c'est que ça bouge un peu dans tous les sens, sur les débits, sur les températures, sur le gaz. Il y a énormément de choses qui évoluent. Donc ça, c'était pour les facteurs abiotiques. Et puis, du coup, c'est associé aussi à la mobilité des facteurs biotiques qui se dégradent aussi. Donc c'est principalement lié à une perte d'espèces et l'arrivée d'espèces envahissantes, exotiques ou non. Donc voilà, à l'échelle globale, les espèces exotiques, il y a une augmentation, on considère ça depuis la Renaissance, depuis le développement du transport transatlantique. Et puis on voit que ça augmente un peu comme les courbes qu'on observe, de façon assez forte. Et bon, ce qui est gris, c'est juste que c'est pas encore bien renseigné. Et puis il n'y a pas de tendance à la saturation. Donc ça augmente. Et en plus, comme il y a souvent des délais, des temps de latence, de toute façon, les exotiques de demain, elles sont quasiment toutes là déjà. Donc c'est cool, on peut encore travailler là-dessus pendant un moment. Puis ça concerne pas seulement toutes les espèces, ça c'est toutes les espèces, mais ça concerne les plantes vasculaires, mais aussi les amphibiens, les poissons. Enfin, vous connaissez ça aussi. Mais voilà, la dynamique, elle est en croissance, et on n'a pas fini de s'en occuper. Et si on regarde en prenant un peu de recul ici, à une échelle plus petite, à l'échelle nationale, on voit en fait que chaque décennie, depuis les 1960, on a une douzaine d'espèces exotiques qui arrivent dans un département. Donc une augmentation qui n'est pas linéaire, qui a plutôt une tête exponentielle qui augmente. Et puis je vais travailler avec les collègues de l'INRAE de Nogent sur la Loire. Donc j'ai repris de 2012 à 2019 sur les bancs à Marot, donc les zones de ripisylve, près d'Orléans. Donc on a 91 allochtones sur près de 500 espèces. Et puis sur ces 91, on en a 28 qui sont invasives et 63 qui sont juste étrangères. Et puis
Sur ces 28 invasives, on en a 12 qui sont très abondantes. Voilà, donc on voit ça, c'est qu'on a une importance qui est pas mal. L'avantage de ce secteur-là, c'est qu'il y a un gros suivi qui est fait temporel, qu'on pourra remettre à jour, qui est encore réalisé sur les espèces, et on voit qu'on a une augmentation continue, même s'il y a des fluctuations qui sont liées aux crues, à la compétition, etc., à l'arrivée des espèces, puisqu'il y a aussi des espèces qui sont rares, qui disparaissent, et puis il y a des effets aussi de la succession qui peuvent faire régresser certaines espèces. Mais on a quand même une augmentation des allochtones en recouvrement de 3% en 8 ans. Et puis on voit que le pourcentage d'invasives aussi, il a une tendance à l'accroissement, même si c'est hautement variable. Donc en fait, ce qu'on observe, moi, quelque chose qui me frappe vraiment, c'est qu'on observe un remplacement des espèces distinctes par des espèces généralistes. Donc on passe tout au mixeur, et puis on a quelque chose de plus simple, et un peu partout, plus généraliste. Moi, ce qui m'a marqué aussi, ça, c'est 2 photos, une à gauche qui est prise au Québec, et ici, c'est que de la renouée, et puis une à droite qui est prise dans les Alpes. Et pareil, ici, c'est une photo qui est prise au Québec, avec de la balsamine, et à droite aussi en Savoie. Et à droite, c'est 2 photos en Savoie, à gauche 2 photos au Québec. Et finalement, on se retrouve avec des répicilves qui sont un peu semblables partout. En ayant travaillé en Roumanie, c'est assez simple, la botanique, à 3 niveaux. Vous avez sur les 20 premiers centimètres, c'est des bouteilles en plastique. Ensuite, c'est pas partout comme ça, parce qu'il y a des endroits en Roumanie qui sont très sauvages et très beaux, mais il y a certains secteurs qui sont comme ça. Au-dessus, vous avez renoué, et après robinet. Et il y a des secteurs assez grands qui sont comme ça, et quand j'y étais, ça date un peu maintenant, mais c'est pas un problème non plus pour eux, parce que c'est pas leur priorité. Donc c'était juste à observer et à discuter. Voilà. Et puis aussi peut-être ce qui arrive aussi, c'est vous connaissez la calarose des frênes là, avec d'abord une atteinte des terminaisons, le développement de la pourriture sur les champignons sur les branches jusqu'au dépérissement du houppier. Donc cette maladie, elle arrive a priori plutôt du nord. Et elle est là depuis 2007 en France. Ici, elle est très présente. Au Danemark, à peu près 90% des frênes qui ont disparu. C'est arrivé, vous voyez, au Danemark, ça arrive en 2003. Et et puis on voit où c'est là, celle-là, cette carte-là, qui est un peu plus récente ici, qui est un peu après 2020, donc on voit l'arrivée de la calarose. Bon, donc ce qu'on attend, c'est plus beaucoup de frênes, ce qui est un peu dommage comme espèce structurante. C'est un peu ce qu'on a vécu sur l'Orne en fait. Surtout s'il y a des secteurs où en fait il y a beaucoup de ça, c'est hyper structurant dans le paysage. Après, il y a le Phytophthora aussi sur l'Aulne là. Et puis quelque part, ça va avec, quand on parle de dégradation biotique, pour revenir à mes moutons, c'est quelque part, si on prend le nombre de pathogènes, exotique sur les ligneux, il a une petite tendance à l'exponentielle. Donc voilà, on a des maladies et ça n'a pas l'air d'être terminé non plus. Du coup, on a des espèces qui disparaissent et des espèces qui apparaissent et des espèces qui disparaissent. Donc on s'en a ces dégradations biotiques et abiotiques qui vont donner naissance à des écosystèmes hybrides, qui sont des écosystèmes dont les paramètres abiotiques et biotiques ont été modifiés, les systèmes sur lesquels vous travaillez. Et puis, si on va encore plus loin, on a des systèmes qui ont été très fortement modifiés, mais c'est tellement modifiés qu'on ne peut pas revenir en arrière. Je trouve que c'est ça qui est intéressant, il y a une irréversibilité. Donc on a trop dégradé les facteurs biotiques, trop dégradé les facteurs abiotiques. Et du coup, quand on fait de la restauration, l'idée c'est d'aller dans l'autre sens. Donc dans l'autre sens, donc ici on a une berge avec de la balsamine et de la renouée, donc on peut dire qu'elle a une dégradation biotique. On met en place des couches de brancharget avec du saule, là en l'occurrence du saule blanc. On voit là une année après le projet, 6 années après le projet, si on compare, on a restauré les conditions biotiques. Donc ça, ok, on peut faire. Donc là, on est revenu à l'écosystème historique, ou presque.
Il doit bien y avoir quelques renouées qui traînent encore par endroits, mais bon. Et puis, on peut aussi restaurer les facteurs abiotiques, bon, comme sur le bêche, hein, recharger, après rechercher en transport solide, comme ça avait été fait sur le bêche, voire avec plusieurs centaines de milliers de mètres cubes sur le drac, pour recréer les habitats, ou ici, enlever un enrochement pour laisser recirculer la rivière, donc faire de la restauration passive, donc faire de la restauration en retravaillant en enlevant les contraintes qui sont là. Et puis après, on peut aussi faire quelque chose. On parlait de liseron tout à l'heure. Donc ça, c'est le summum de l'ingénierie des années 70. Et la restauration donne ça. Donc on retrouve une partie. Derrière, il y a un collecteur ici. Donc c'est assez étroit. Donc on voit qu'on n'est pas revenu à l'écosystème historique tout à fait. Pas vraiment une plaine de débordement. Donc on est sur quelque chose d'hybride. On retrouve quand même des espèces. Et voilà aussi un peu de land art. Ça, c'était du béton coulé. Et puis après, ça a été repris par la collectivité, par le syndicat. Là, c'est sur un affluent du Léman. Et donc, on retrouve un écosystème hybride aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on a un peu plus on assure certaines fonctions, on a des espèces autochtones, etc. Mais on n'a pas du tout retrouvé l'écosystème non plus de départ. Donc, on peut faire revenir en arrière, mais voilà, on ne revient pas tout complètement, donc on est revenu du rouge au violet. Et puis on peut travailler sur les deux compartiments. Ça par exemple, si vous prenez le Rhône, ici vous voyez les casiers Girardon, donc tous ces enrochements là, qui ont été mis en place en 19e siècle pour accélérer la circulation du Rhône, pour augmenter la hauteur d'eau pour faire passer les bateaux. Et puis maintenant c'est des bras morts, c'est le Rhône, c'est le Rhône court-circuité. C'est le Rhône sauvage, entre guillemets. Donc, donc l'idée de la CNR, les CNR enlèvent en lien avec l'agence et les différents services, les casiers, pour recréer un peu de dynamique et de mobilité. Donc on voit quelques années après qu'il y a eu des chenaux qui ont été faits, ça évolue comme ça. Donc ça, c'est de la restauration. On a travaillé un peu sur les deux compartiments, parce qu'il y a aussi d'excavation, et puis le criblage et le concassage de la renouée qui ont été faits sur des volumes énormes. Donc là, on a travaillé les deux compartiments pour restaurer quelque chose qui ressemble un peu plus à quelque chose de... Bon, ça reste hybride parce que vu les débits et les structures, mais on essaye de s'en approcher sur les deux compartiments. Après, on peut s'interroger aussi on restaure pour couper, et on coupe des vieux arbres, on crame beaucoup de carbone pour enlever de la renouée qui va revenir. Mais après, il y a des décisions politiques aussi qui amènent à ça. Et tout reste, et c'est facile à discuter de toute façon. Donc quand on est dans cette zone ici, on peut restaurer possiblement vers un écosystème historique, quand on est dans un écosystème hybride ou pas, hybride ou historique. Et puis, sinon, quand c'est dégradé, on peut restaurer les structures et les fonctions. C'est un peu ce que je vous ai montré sur l'Iseron ou sur ce cours d'eau à l'amont du Léman. Et puis au bout d'un moment, c'est très difficile de restaurer, ou on restaure quelque chose qui ne ressemble plus à grand-chose. Ça me paraît important parce que souvent on est attaché à restaurer ce qui était sur les berges. Je vois là où je travaille à Grenoble, sur l'Isère, quand je suis arrivé, c'était une belle ripiscile de sol blanc derrière. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Enfin, il en reste un ou deux sur 5 km. Et on a on doit avoir 80-90% d'arbres exotiques. Et je me dis, je vois pas tellement comment on peut revenir en arrière. Je pense que s'ils sont partis aussi, il y a des bonnes raisons. Je veux dire, il y a beaucoup d'espèces qui n'ont plus leur place. On a perdu l'orme, on est en train de perdre le frêne, on va peut-être perdre l'aulne. Qu'est-ce qu'on fait? Mais j'y reviendrai un peu. Et l'outil jusque-là, c'est la phytosociologie. Donc si on prend les habitats UNIS, là, on voit des forêts de bois dur et bois tendre, avec des zones, etc., des peupliers, des saules et des... Ok. On peut essayer de retendre vers ça peut être un objectif, mais il y a des moments qu'on a l'espèce dominante qui sont plus là, qui peuvent plus survivre, comment on fait. La phytosociologie, donc l'étude des communautés végétales qui se ressemblent et qui sont souvent, c'est intéressant. Je pense qu'il faut le plus possible y tendre, mais à un moment, il faut lâcher aussi. J'interroge juste ce truc-là. Donc c'est des communautés, souvent on les trouve plus
comme ça. Souvent, on peut avoir beaucoup dans notre coin, par exemple, la Cernegundo, l'Eranegundo qui est hyper présent. Et du coup, on a des communautés qui ont quand même vachement évolué, et puis certaines fois qui ne se ressemblent pas, etc. Donc ces outils-là, en fait, à beaucoup d'endroits, ils sont plus pertinents. Donc, je n'ai pas de solution, mais je les interroge juste. Et puis, quand on fait du génie végétal, on copie les modèles naturels. C'est un peu ce que disaient les anciens, les gars du RTM, ils disaient le génie végétal, c'est copier les modèles naturels, utiliser les lois de la biologie, et puis les forces de la physique, les forces des torrents. Mais c'est quoi les modèles naturels? Là, actuellement, je travaille à La Réunion. C'est assez intéressant de travailler sur les îles isolées parce qu'ils sont vachement en avance sur la partie invasion biologique. Donc en fait, les modèles naturels, il n'y en a quasiment plus. Et du coup, ça pose des questions aussi là-dessus, puisqu'on essaie de créer du génie végétal là-bas parce qu'ils font que du génie civil. Mais comme il n'y a que des exotiques, on travaille comment avec que les exotiques? Et ça interroge quelque part ce qu'on est en train de vivre ici, puisque les ripisylves sont quand même des milieux qui sont en première loge pour les exotiques. Et du coup, j'interpelle, mais je suis preneur aussi derrière de suggestions. Et je reviens un peu sur le génie végétal. Et on a travaillé, c'est le travail de Solange qui est ici avec nous aujourd'hui, qui a travaillé sur 223 ouvrages de génie végétal pour la protection de berges. Et elle a travaillé à partir de 1200 sites. Et là-dessus, elle a choisi 223 ouvrages. Donc ça, c'est issu d'une base de données sur laquelle aujourd'hui on a 1500 ouvrages. Je vous ai mis ça, c'est une base de données qui est en ligne, sur laquelle on peut choisir maintenant, ça c'est la nouveauté de l'année, on peut choisir un peu la technique et l'année de réalisation. Et on peut voir, l'idée c'est de pouvoir, pour nous d'avoir des données, et puis aussi pour les gens d'aller voir un peu ce qui s'est fait près de chez vous. Donc nous on a 1500 ouvrages sur la base, on n'a pas tout mis en ligne parce que c'est déjà vachement de boulot, et puis on ne met que celles où on a beaucoup de données, mais s'il y a des questions, on peut faire des requêtes. Et là, sinon, c'est l'outil. C'est un outil unique d'avoir autant de données sur les ouvrages de génie végétal. Donc il y a 269 techniques sur 223 sites, avec 454 observations des causes et processus d'échec, et avec 9 techniques étudiées: fascine d'élophyte, bouture et plantation, peigne, tressage, fascine, lit de plomb et plançon, matrade blanche, caisson végétalisé, géotextile. Donc une étude assez grosse, ça c'est publié, c'est disponible en ligne en français, donc c'est facile à trouver. Et ce qu'on voit, c'est que la sécheresse dans la mauvaise reprise de la végétation, c'est quand même 21% des ouvrages qui ont un échec à cause de la mauvaise reprise de la végétation. Donc c'est quelque chose qui est hyper présent. J'avais fait du terrain en 2003, notamment sur la Bourbre, après 2003. Et je sais pas, c'est les plus jeunes, ne se rappellent peut-être pas ce qui s'est passé en 2003, mais on a eu un été qui était quand même assez horrible. Je pense pas qu'on ait vécu un été aussi sec, malgré les étés durs qu'on a eu. Et tous les ouvrages de génie végétal, cette année-là, ils ont séché, parce qu'il avait fait super chaud, pas plu. Donc, ce qu'on voit effectivement sur les échecs, on a 60% des ouvrages qui ont une mauvaise reprise de la végétation, et sur ces 60%, il y en a 21% qui sont liés à l'assèchement. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait augmenter. Et puis aussi 12% qui sont liés à la co-occurrence, notamment les espèces exotiques envahissantes. Donc clairement, sur ces processus de restauration des berges, ces aspects changement climatique et changement global avec les espèces exotiques envahissantes, c'est quelque chose qui est déjà hyper présent. C'est une des causes majeures d'échec des ouvrages, d'échec de la restauration, mais ça va s'amplifier. Donc après, l'idée maintenant, pour moi, c'est de parler un peu plus des techniques ou espèces qui sont les mieux adaptées à la sécheresse, ou à même de pouvoir contrôler les espèces exotiques envahissantes. Donc c'est une question qui est pour moi ouverte. Je vous fais plus part de l'état de mes réflexions là-dessus. On a un peu travaillé dessus, j'ai un peu rencontré des gens dessus, on essaye d'avancer. C'est quelque chose qui me paraît assez essentiel aussi, dans le sens que on a besoin, je pense que la collectivité a besoin qu'on avance sur ces questions-là, qui vont être de plus en plus prégnantes.
Donc sur les techniques, on va préférer un ancrage profond des végétaux, hein, avec des longues boutures enfoncées profondément, plutôt que de quelque chose de superficiel. Des techniques comme des lits de plans et plançons qui vont enfoncer les boutures, où les plans et les boutures vont être enfoncés jusqu'à 1 mètre de profondeur. C'est pas la même chose que des techniques de tressage ou des techniques de couche de branchage qui mettent les végétaux de façon très superficielle. Donc, mais c'est pas toujours pris en compte par les gestionnaires. C'est pareil sur le sud. On le voit par exemple ici, cet ouvrage-là, c'est un ouvrage, une photo que j'ai prise en Alberta, à Calgary. Le gars qui a fait ça, qui a conçu cet ouvrage, s'appelle David Polster. Il est un gars qui est très fort, qui a fait énormément de choses, et il travaille plus dans l'ouest en Colombie-Britannique, où il pleut entre 2 et 5 mètres par an. Et là, quand vous êtes à Calgary, il pleut entre 300 et 400 mm. C'est les grandes plaines. Donc le problème, c'est la sécheresse. Et donc tout a séché, en fait. Ils en ont fait sur des grandes distances, et tout a séché. Ils auront bouturé derrière, donc il y a quelques tiges qui poussent pour décorer. Mais les ouvrages, alors qu'il y a des exemples de la même technique très réussis, on en voit aussi un peu dans l'ouest de la France. Et puis les Anglais sont férus de ces techniques-là. Donc voilà, c'est à adapter. C'est vrai que voilà, sur des étés secs, il faut vraiment avoir un petit cotonneur bien ombragé avec une source pour que ça soit intéressant. Puis on zoome un peu, on voit que voilà, tout est sec et cramé. Et puis peut-être aussi une autre technique qui est pas mal utilisée, que je cite, hein, en faisant un peu un inventaire, c'est les boutures pré-racinées. Voilà, ce qui permet aussi d'intervenir à plusieurs périodes de l'année, d'avoir des longues boutures. C'est quelque chose qui est pas mal développé, notamment pour faire du génie végétal pendant l'été, aussi pour végétaliser des enrochements. Et c'est quelque chose qui permet d'avoir quelque chose qui parte mieux au départ. Je l'ai vu pas mal mettre en œuvre, et c'est pas mal pour la végétalisation des enrochements, qui peut être une solution. Surtout quand on n'a pas le choix, c'est toujours mieux de végétaliser les enrochements pour des raisons de biodiversité, d'espèces exotiques envahissantes, de fonctions écologiques. Et puis il y a des milieux comme les milieux alpins où l'enrochement végétalisé, c'est juste les modèles naturels. L'irrigation, de toute façon, souvent il n'y a pas de choix. Donc quelquefois on est obligé de bricoler comme ça. Mais c'est de plus en plus fréquent. Quand on voit en milieu méditerranéen, c'est systématiquement prévu, sinon de toute façon ça ne peut pas fonctionner. C'est pareil dans les grandes plaines américaines. Et puis, avec des systèmes d'irrigation aussi, et des asperceurs. Je sais que chez nous, souvent, on se les fait piquer, donc ça ne marche pas. Mais il y a des endroits où on ne se les fait pas piquer, ou moins. Notamment, là, c'est une photo que j'ai prise au Canada. Et puis après, il y a des trucs, alors je ne dis pas que c'est bien, parce que ça fait beaucoup de plastique. Ils font les mêmes en carton, c'est juste assez anecdotique. Donc c'est en fait... Dans ces endroits-là, en fait, où il y a des problèmes de régénération des ligneux, notamment liés à la sécheresse. Donc, c'est des espèces de petites cuvettes qui viennent récupérer l'eau. Et il y a des mèches dedans. Et les mèches viennent, au milieu, vous avez dessous, le plan est à l'intérieur, la mèche est là, et ça vient nourrir le plan. Donc, je n'ai pas d'action là-dedans. Je ne pense pas que ce soit génial de mettre du plastique partout. Ça se fait aussi avec du carton. Mais il y a plein de choses qui se font, qui s'essaient. L'idée, pour moi, c'est sans doute de regarder un peu. Et puis il y a aussi tout ce qui est paillage, mulch, BRF, protection, que ça soit avec la fibre de coco, la fibre de jute ou la fibre de chanvre. Il a été montré que tout ce qui est géotextile, ça change quand même les conditions climatiques, donc humidité, température qui sont quand même améliorées sous les géotextiles, avec une meilleure tenue du coco qui contient lui beaucoup plus de lignine, donc qui tient bien mieux sur la durée. Voilà quelques exemples avec du BRF. J'ai vu là, c'est sur l'Orbe, en zone méditerranéenne. Donc ils ont même essayé les hydro-rétenteurs. Donc il y a tout un tas d'essais. Les gestionnaires font tout un tas de tentatives pour essayer d'arriver à quelque chose. Donc on a ces hydro-rétenteurs, espèces de colloïdes qui mettent à la base des plantes. On a aussi ces collerettes avec les géotextiles dont je vous ai parlé. Et puis, bien sûr, la compétition. Donc, c'est un peu... souvent, il y a si on dose trop, et c'est en zone sèche, si on met des plants et des boutures, et si on dose trop en herbacées, et souvent, on a tendance à charger en semis.
et ben on va pomper la flotte. Les semis vont être très bons pour pomper la flotte et faire tuer les plants et les boutures. Donc il y a un équilibre à trouver, sans doute par zone, diminuer les densités. Après, c'est un peu le contraire pour les exotiques. C'est-à-dire que si on veut vraiment lutter contre les exotiques, il faut augmenter les densités. Donc voilà, donc on peut faire à la fois, et donc il peut y avoir du contrôle des exotiques. En tout cas, il y a des questions à se poser là-dessus et du travail à faire là-dessus pour s'adapter. Il y a aussi les plantations à l'automne qui ont un meilleur succès. Voilà, en Espagne, en zone méditerranéenne, ils plantent qu'à l'automne, en janvier grand max, parce qu'on a une meilleure reprise et puis on n'a pas les risques de début. Et voilà, il y a peu de travaux, j'en connais peu, qui ont travaillé sur les boutures et qui montrent des choses entre l'automne et le printemps. Donc j'ai juste sorti ce graphique qui montre quand même que voilà, c'est sur un sol nord-américain et on voit que ici c'est les racines et là c'est les tiges avec une réponse à peu près parallèle. On voit que on a plus de biomasse la première année si on a planté à l'automne et que si on a planté au printemps. Bon, les plantes se développent un peu pendant l'hiver, elles sont mieux installées, elles démarrent plus facilement et puis bon, quelque chose qu'on utilise très peu chez nous, mais qui est plus utilisé en Amérique du Nord. Je ne l'ai pas vu tester non plus avec nos saules, c'est le pré-trempage. Voilà, en Amérique du Nord, ils font beaucoup de pré-trempage, systématiquement dans des bassines. Pas partout, mais ça se fait beaucoup. Et on voit que ça augmente quand même bien les quantités, les croissances les premières années. Un autre truc qu'on a observé, ça c'est la société Naturalia, Albert Sorolla, là, qui est vraiment un cadre dans ce domaine-là, qui a une boîte sur génie végétal et qui a développé ça. Et c'est bon, c'est utilisé aussi en Amérique du Nord, dans les grandes plaines, plus avec des boudins de paille. Et eux, ils utilisent des boudins de coco pour stocker l'humidité. Donc ils viennent surtout voilà, dans les caissons, ils viennent poser ici ces boudins de coco là, entre les moises. Là, on a les longrines le long du cours d'eau, puis les moises perpendiculairement. Et on voit ici ces rondins avec des plants qui sont installés dessous. Ici, des plants d'espèces méditerranéennes. Pistachés. Et puis, voilà, un peu les profils. Hein. Donc c'est intéressant en termes de rétention. Donc les profils, c'est ici, là, on peut les voir ici sur la mise en place. Donc on a nos longrines ici, puis ils mettent ça en place sur les caissons. Donc c'est quelque chose d'intéressant. En tout cas, ils essaient de s'adapter. Voilà ce que ça donne ici, je prends un peu de recul, ce que ça donne Voilà, on voit que même qu'ils en ont mis là, etc. Il y en a un peu à chaque niveau qu'ils ont planté, et voilà, juste après la mise en œuvre. Bon, ça reprend pas mal, hein. Ça fonctionne. Je l'ai vu sur plusieurs endroits, sur un cours d'eau. Et puis je lui ai quand même posé la question sur le fait que ça se dégrade, quoi. Mais pour lui, ça vaut le coup parce qu'au moins ça survit. Et voilà un de ses ouvrages 11 ans après. Donc c'est vrai que les caissons sont un peu ouverts, mais en tout cas, ils se développent et ça semble-t-il un bon résultat. Aussi, quelque chose que j'ai retrouvé à la fois en Espagne et dans l'Alberta, c'est que vaut mieux utiliser des plants en godet que des boutures dès qu'il fait sec. Les boutures, ça ne marche pas. En Espagne, ils utilisent quasiment plus de boutures. Et en Alberta, là, ils sont en train aussi de passer à autre chose. J'ai eu la chance de travailler sur un jeu de données sur 70 sites là, qu'on a évalués à Calgary, de génie végétal. Donc on a bossé sur 7000 boutures avec près de 4000 plants. Et ce qu'on trouve, il y avait une assez bonne survie globale de la végétation, mais avec des super survies de la première année, des plants en pot, 94, alors que les boutures, c'était très faible, alors qu'on a des saules qui reprennent super bien. Ils ont des saules qui sont super pour le génie végétal. Et donc le bouturage, c'est vraiment un truc à abandonner en fait en zone
en risque de sécheresse, quoi. Sauf, voilà, sauf éventuellement s'ils ont les pieds dans l'eau, mais le retour d'expérience qu'ils ont en Espagne, c'est que même quand il fait trop chaud, en fait, elles partent, et même si elles ont les pieds dans l'eau, elles claquent. Donc, quelquefois, ils laissent quand même les premières couches en lit, en bouture, mais le plus souvent, ils utilisent en plan, même les saules ou les tamaris. Donc, on peut se poser des questions sur les espèces, hein. Si nos espèces, elles s'en vont et elles meurent, est-ce qu'on fait de la migration? Est-ce qu'on utilise des espèces qui ne sont pas locales? Ouais, c'est d'accord, c'est en milieu urbain, on est d'accord, ça gêne personne qu'il y ait des espèces qui ne soient pas locales. On est d'accord? Ça va. En milieu semi-urbain, c'est encore acceptable. En milieu rural, c'est moins acceptable. Et puis, il y a des milieux où il y a la forte enjeu de conservation, c'est clairement pas acceptable. Donc, j'interroge juste ça. Voilà, comment on les accepte, ces nouvelles espèces, et dans quelles conditions on peut les remplacer les unes par les autres. Voilà, c'est pas d'accord avec les politiques de conservation et le label végétal local. Je sais qu'il y a plein de gens, il y a pas mal de discussions. Moi, je trouve ça intéressant d'en discuter parce que je pense là-dessus, il n'y a personne qui a raison. Il faut juste qu'on arrive à trouver des grandes lignes et à avancer ensemble. Voilà, quelles sont les provenances à privilégier, comment choisir ces espèces, comment on gère le risque invasif si on change les espèces. Par exemple, je sais que le tamari, c'est très utilisé en Espagne, mais il a un côté invasif, même s'il est autochtone. Voilà, comment on gère ça. Pour moi, c'est sûr que le statu quo sur les espèces, de toute façon, il n'est pas vivable, de toute façon, il n'existe plus. Les espèces échangent, quoi. Donc la question, c'est comment on accompagne et comment on se pose ces questions. Je trouve que c'est des choses qui sont intéressantes. On a travaillé il y a quelques années sur le tamaris pour son utilisation en génie végétal. Donc on l'avait testé. Donc il a de très bonnes capacités de régénération après perturbation. C'est une espèce pionnière avec des taux de croissance élevés, des tiges et des racines, un fort rapport aérien sur souterrain, un faible rapport aérien sur souterrain, ce qui veut dire qu'il a beaucoup de racines, donc c'est très intéressant pour le génie végétal, des tiges multiples et flexibles, un système racinaire dense et profond, donc un truc super pour le génie végétal, voilà, qui résiste mieux à la sécheresse, il se bouture bien, reste en milieu sec. Bon, après, on a fait des essais, ça ne va pas toujours conclure. On a essayé sur des endroits, Grégory, on a essayé là. Il y a des endroits où, en fait, il semble qu'il y ait il y a eu des. C'était peut-être un peu humide, et puis je pense qu'il y a eu aussi peut-être un peu d'herbivorie. Je ne dis pas qu'il faut en mettre partout, bien loin de là. Après, voilà, l'idée c'était des zones infestées de renouées, donc on a fait des expérimentations. En tout cas, voilà, il y a des choses qui se font. Les Espagnols l'utilisent beaucoup. Je pense qu'il fait partie des ripisylves méditerranéennes aussi chez nous, comme le laurier rose d'ailleurs, qui est protégé chez nous parce qu'il est très rare, il est rare, mais il est présent sur des torrents, notamment du Var, où il présente des caractéristiques assez intéressantes en termes de système racinaire, de capacité de régénération, etc. Et puis, ouais, il y a aussi bon, il peut y avoir les autres tamaris ou le gâtillier, le poivrier. Il y a des choses, des espèces qui présentent aussi des caractéristiques intéressantes pour avancer. Voilà sur cette question des espèces. Peut-être aussi, on avait travaillé il y a quelques années avec la Compagnie nationale du Rhône. On a juste, je dirais, ébauché à travailler sur le génie végétal et l'adaptation au changement climatique. Et du coup, là, c'est un projet, moi, qui me tient à cœur, comme je vous l'ai dit, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose. J'ai beaucoup travaillé pour développer le génie végétal sur les montagnes, un peu aussi en milieu tropical. Là, on travaille sur développer des techniques au subalpin. Et je me dis, en milieu méditerranéen, il y a vraiment un truc à faire aussi. Et du coup, on est en train de monter un projet où, avec plusieurs axes. Un premier axe qui est l'étude des modèles naturels des ripisylves méditerranéennes, à la fois sur les modèles historiques et sur les modèles dégradés, pour voir comment c'est, qu'est-ce qu'on peut copier, comment ça évolue. Et puis travailler sur des préconisations techniques avec du retour d'expérience, des espèces adaptées et des techniques adaptées en faisant de la bibliographie, en faisant des retours d'expérience en France et à l'étranger. Et puis aussi en faisant des expérimentations
à la fois sur des sites enfin sur des sites localement avec des gestionnaires comme vous, et puis aussi dans des pépinières. On est en contact notamment avec des pépiniéristes de l'ONF, puis on a nos propres serres et chambres de culture pour jouer avec ça. Bien sûr, il s'agirait aussi de développer du réseau avec ça et de la connaissance. Et puis peut-être un volet social, on avait travaillé un peu dessus, parce que comme je vous le disais, on ne sait pas, enfin ça pose un problème, comment on choisit les espèces, quel choix, je pense que on peut travailler avec ça, cette question-là, que tous ensemble avec des sociologues. Je pense qu'il n'y a pas de vérité vraie. Donc voilà, je sais pas si moi, c'est un des jeux qui va m'occuper ces prochains temps, donc j'ai déjà joué un peu avec Grégory, et je suis OK pour qu'on fasse des trucs. Voilà, s'il y en a qui sont motivés pour travailler avec nous là-dessus, ils sont les bienvenus. Peut-être, pour terminer, je parlerai d'un autre projet qu'on a mené avec Marie Scottel de l'ENS de Lyon sur les résultats géniaux sur la promotion du génie végétal, où on avait montré que le génie végétal pouvait avancer si on redéfinissait la performance des ouvrages de protection, avec une meilleure acceptation et partage des risques et l'adoption d'une posture professionnelle humble et audacieuse. C'est ce qu'ils avaient observé chez les gestionnaires de cours d'eau et ceux qui faisaient du génie végétal. Et donc, Clémence Moreau, là, qui maintenant fait un postdoc du même type à Québec, elle a montré que pour renforcer le génie végétal, il fallait évaluer leur performance aussi en incluant les effets à grande échelle, long terme, ainsi que les dimensions sociales et écologiques. Je pense que c'est très important, ça. Et ça me paraît important de redire ce message que la protection de berge ne s'évalue pas qu'à sa performance, mais aussi à ses dimensions sociales et écologiques, comment elle nous rend service à nous humains et puis à la biodiversité. Et puis que le génie végétal, en fait, sa résistance, elle augmente avec le temps, elle ne diminue pas avec le temps. Donc au début, c'est fragile. Et du coup, la responsabilité, ça ne peut pas être que le maître d'œuvre qui l'apprend. Si on veut développer ça, il faut aussi que l'entreprise et le maître d'ouvrage, ils prennent leur part et qu'ils acceptent de payer moins cher au départ, mais peut-être de remettre un peu au pot l'année d'après. Et puis, maintenir les échanges collectifs entre praticiens. Et ça, on remercie Lara pour le faire si bien tout le temps. Et voilà. Et ce que je voudrais terminer, c'est avec le changement de paradigme. Moi, un truc qui m'a pas mal bouleversé ces derniers temps, c'est qu'on est en train de changer vraiment. On passe d'un paradigme de contrôler à prédire à un paradigme d'adaptation et d'expérimentation. C'est-à-dire que, en tant qu'ingénieur, on a été formé à déterminer sur les abacs, à sortir des newtons par mètre carré, à donner une réalité tangible et calculée, prédire. Et aujourd'hui, le génie végétal, ça ne peut pas se calculer, le vivant ne rentre pas dans les équations. Vous ne savez pas quand est-ce qu'une culture va se faire bouffer. Et puis en plus, qui est l'hydrologie, je veux dire, qui donne derrière. Aujourd'hui, l'hydrologie, la variable prédictive, les débits de projet, bien malin, qui sait ce que c'est aujourd'hui une crue décennale ou une crue centenale, et qu'est-ce que ça sera dans 10 ans. Et du coup, on change de paradigme. On passe d'un truc où on pouvait contrôler à un truc où on contrôle moins, on essaie, on revient, et on travaille plus de façon empirique. Et puis, ça va pour moi aussi au passage de... On s'aperçoit que ce qui nous rend... C'est ce qu'explique Olivier Hamon, qui est chercheur ici à Lyon, à l'ENS, et qui explique que en fait, ce qui nous conduit à l'abîme, c'est la performance. Bon, la nature n'est pas performante, elle est juste robuste, et résiliente, et redondante. Et du coup, travailler là-dessus, moi, il donne tout un tas d'exemples. On peut parler, par exemple, de l'agriculture intensive avec le grain de blé qui est super performant, mais qui n'est pas du tout résilient, etc. Donc, je pense que ces techniques-là, c'est low-tech, le génie végétal, ça rentre dans ces idées de passer de la performance à la robustesse, changer de façon de voir les choses. Et puis, ce que j'essaye de faire, c'est, je pense que j'ai été bien marqué là aussi par le travail de Baptiste Morisot, je vais vous dire quelques mots. Mais ce que je développais depuis quelques années, ça vient en lien avec ce qu'il fait, c'est de travailler jusqu'à la façon de penser l'ouvrage, jusqu'à le construire soi-même en collectif. Puisque faire des chantiers, je trouve que soi-même et en groupe, ça permet mieux de connaître les techniques et ça permet aussi de donner du sens et construire de la joie et de l'espoir. Et ce dont on a besoin. Et je pense qu'il s'agit bien de repositionner l'homme dans une posture humble dans le milieu, à l'aune des savoirs autochtones. Ça rebondit un peu sur ce que disait Antoine, c'est-à-dire que c'est l'idée ce que dit Morisot, c'est l'idée que
on arrive les derniers, puis on va expliquer au reste de la création qu'on a tout compris, qu'ils doivent faire comme ci, comme ça. Alors que voilà, c'est le contraire de ce que disent les autochtones, c'est-à-dire que la création, elle nous a fait arriver en dernier pour qu'on regarde comment il fallait faire. Et que c'est l'écoute du castor, par exemple. Et un truc qui m'a énormément marqué, alors ceux qui ont lu le bouquin, ils l'ont vu, mais pour moi qui ai travaillé 30 ans dans le domaine de l'eau, qui est au départ ingénieur en hydraulique, c'est qu'au départ, sur la terre ferme, il n'y avait que du sec, hein, il pleuvait, puis ça recoulait direct. Et puis, en fait, la vie, en sortant de l'eau, elle a amené l'eau sur les bassins versants. Une forêt sur un bassin versant, sur un pan de montagne, c'est plein d'eau en verticale, hein, parce que les fûts, c'est une majorité d'eau. Donc, en fait, la vie, elle a amené l'eau vers le haut. Elle a ramené l'eau dans la forêt, dans les prairies. En fait, on a de l'eau partout. Sur les rivières, les castors, ils ont aussi bloqué l'eau, etc. Donc, toute cette eau qui est repartie de la mer, qui est montée sur la terre et dont on procède nous-mêmes à animaux, qu'on portons l'eau aussi ailleurs, depuis, je dirais peut-être 2000 ans, mais en tout cas de façon plus active ces derniers siècles. Qu'est-ce qu'on a fait? On a chenalisé les rivières, coupé les forêts. En fait, on a fait redescendre l'eau. Donc on a refait descendre la vie, en fait. Et je trouve que cette façon de le dire simplement, moi je ne l'avais jamais comprise comme ça, qu'en fait, on est dans une démarche mortifère en faisant ça. Donc voilà, c'est pour ça, je trouve que ça éveille. Et donc les forces abiotiques sont l'ordre de l'accélération de l'eau et de l'évacuation. Moi, en tant qu'ingénieur en hydraulique, j'avais appris à dimensionner les tuyaux. Voilà, on peut voir les choses, aujourd'hui il en faut des tuyaux, mais on peut voir aussi les choses différemment. Et les forces biotiques, elles ralentissent l'eau. Voilà. Donc il s'agit de participer aux efforts de la vie terrestre, à aménager le monde pour la vie, puisque nous sommes un des visages de la vie. Donc ça, c'est issu de son bouquin. Donc je vais terminer avec ça, parce que je pense que, voilà, on peut être heureux dans un monde triste, il y a de la joie à continuer ensemble à travailler là-dessus. C'est juste une clarification de terme, tu parlais de pré-trempage des saules, est-ce que tu parles de mettre une gangue de terre argileuse autour du seau, ou c'est autre chose comme technique? Non, c'est vraiment un trempage, donc en fait ils les mettent dans des bassines, ou dans une rivière, ou tu le mets dans un lac. Ouais. Pendant 15 jours? Là c'est 2 semaines, mais tu peux les mettre déjà 3 jours, c'est bien, 1 semaine c'est bien. Après ça dépend où tu es, quand tu travailles sous les tropiques, il faut faire attention à la pourriture. Donc, mais ici, sous nos latitudes, ouais, c'est ça. Et ce qui s'est fait aussi, mais j'ai jamais vu de résultat, ce qui sont pas mal en Amérique du Nord aussi, c'est de mettre du latex sur la partie supérieure pour mettre comme un bouchon pour éviter la déshydratation. Mais bon, après, c'est un peu techno, je sais pas. Il n'y a pas eu d'expérimentation là-dessus. Moi, j'ai juste une remarque sur la concurrence avec les herbacées. Quand on avait visité les échantillons suisses, alors c'était pas du génie végétal pour en parler, puisque on laissait la rivière pouvoir divaguer, mais en fait, il n'y avait pas de végétation qui portait des boutures ou des pieds, des arbres. Et en fait, ils voulaient rester sur des milieux pionniers et une végétalisation par soi-même. En fait, ça n'évitait pas effectivement les invasives. Et eux, au contraire, justement, ils ne mettaient pas du tout de semis. Voilà, c'est un retour d'expérience. Ça, c'était où? C'est sur l'air aussi ou... Non, c'était sur le Jura français, le Jura suisse, sur une rivière qui débouchait dans une ville. Je peux pas te montrer si tu veux. Oui, bah écoute, je pense que dans l'absolu, ça serait mieux de rien faire de toute façon, de laisser faire. Voilà. Après, tu peux refaire des structures quand ça ne bouge pas, comme tu l'as montré, il faut tant de temps pour faire. Et après, sur l'herbacée, le problème quand tu ne mets pas d'herbacée, en général, tu as 2 choses, ça dépend de quels sont les objectifs. Si tu as un objectif de lutte contre l'érosion, les herbacées te permettent d'avoir une protection rapide et efficace. S'il n'y a pas d'objectif de protection contre l'érosion, le seul intérêt, c'est de contrôler les exotiques. Par exemple, on a montré qu'avec le buddleia, si tu as un semis serré, il ne rentre pas. Et si tu n'as pas de semis, il prend toute la place. Voilà, les exotiques sont souvent pas super bonnes en compétition au niveau des graines. Donc si elles arrivent, tu as l'effet de priorité. Si tu leur laisses pas la priorité... J'avais juste une petite question sur la compétition des invasifs par le semis. Est-ce que vous avez eu des retours d'expérience avec des techniques d'hydromulching, par exemple? Est-ce que ça améliore le taux de reprise des semis et du coup ça limite le développement des invasives? Je pense notamment pour aller sur des sites un peu contaminés par le renoué. Est-ce qu'on peut améliorer le démarrage de nos semis comme ça ou ça marche pas? Ouais, l'hydromulching, c'est-à-dire se faire du semi-hydraulique avec un mulch dedans. Moi, j'ai pas vu de résultat. Ça peut marcher. Je pourrais pas comparer avec d'autres techniques de façon générale. Il y a des semis quelquefois qui marchent très bien aussi sans
je veux dire sans semis hydraulique ou sans mulch. Ce que je peux dire, c'est que moi je ne crois pas trop à contrôler la renouée avec des semis, quoi. Ça dépend au degré d'infestation, mais la renouée, elle est quand même... voilà, contrôler la renouée avec des herbacées, c'est quand même... faut être présent, quoi. C'est quand même difficile. Voilà, en général, voilà, soit on va être obligé du coup d'intervenir très très souvent pour les tenir, sinon on en général on fait plutôt appel à des ligneux pour les contrôler, quoi. Voilà ce que je peux dire sur les semis. Corentin Tarel du bureau d'études CETEC Hydratec. Vous avez développé pas mal de concepts d'écologie. Sur le rivière, il y a pas mal d'espèces qui sont différentes, qu'on soit à l'aval ou à l'amont. Il y a du stock de graines aussi à l'amont. Est-ce que vous avez regardé comment les espèces de l'amont, sur des bassins, sur des secteurs qui sont souvent plus secs, peuvent coloniser l'aval? Il y a beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur ces questions-là. C'est notamment les Norvégiens. Ce qui est sûr, c'est que une berge, elle ressemble plus à ce qu'il y a en amont que ce qu'il y a sur le côté. Et qu'un des facteurs majeurs de colonisation, c'est la crue avec l'arrivée de diaspores, graines et boutures. Il y a un phénomène qu'on appelle la dévalaison, ce qui fait qu'on retrouve par exemple des espèces alpines en plaine dans les rivières en tresse au pied des Alpes. Après, sur des questions de sécheresse, c'est bien ça la question. Sur les questions de sécheresse, savoir si en bas ça fonctionne mieux ou moins bien, je dirais que là-dessus, je dirais qu'on a des cortèges qui changent, ça dépend quel gradient on prend entre l'amont et l'aval déjà, sur quelle rivière, etc. C'est une question qui est quand même difficile à appréhender, puisqu'il y a beaucoup de difficultés. Ça dépend si on prend un bassin versant alpin ou autre chose. Après, ce qui est clair, peut-être j'ai du mal à répondre, n'hésitez pas à recibler la question, mais ce que je peux dire en tout cas, c'est que ces problèmes de sécheresse sur les berges, notamment sur les côtes au sud, les berges sud, c'est quelque chose d'hyper contraignant les premières années, quoi, le temps que ça se développe, voire que ça arrive en bas. Il y a beaucoup d'échecs aussi, énormément d'échecs sur ces trucs-là, notamment en appliquant les techniques saule classiques qui ne vont pas du tout tenir en plein cagnard sur ces zones-là, quoi. Mais je ne saurais répondre plus précisément. Aurélien Matvon, technicien de rivière dans le Puy-de-Dôme. Du coup, juste, tu as parlé de boutures pré-enracinées, tu nous as montré des belles photos. La technique, tu la connais? C'est-à-dire qu'en gros, ça avait l'air d'être des branches plutôt de 1 mètre, 1 mètre 50, a priori, qui étaient prélevées, pas des boutures de 80, courtes. L'idée, c'est donc on développe les racines, j'imagine, en pot, et on les met en place. Est-ce que les boutures sont recoupées en hauteur avant de les remettre en place? Est-ce qu'on met des tiges de 1 mètre 50? Est-ce que tu as déjà utilisé, toi? Alors moi-même, je n'ai pas utilisé, je ne fais pas tant de chantiers que ça, j'en fais, mais c'est plutôt nouveau. Après, ce que j'ai vu utiliser, je l'ai vu utiliser en Alberta et au Québec. Et tu peux faire, en fait, tu choisis la longueur que tu veux, en fait. Je veux dire, tu peux les recouper si elles sont abîmées, mais tu n'as pas de raison de les recouper. Et tu choisis la longueur que tu veux. En fait, si c'est des longues boutures, c'est parce que leur idée, c'était de faire des enrochements au mois d'août. Et du coup, ils les posent dans les enrochements au mois d'août, quoi, ou au mois de juillet. Donc au milieu des blocs, il faut qu'elles soient assez longues pour chercher la terre. Oui, chercher la terre. Donc tu peux les avoir plus courtes, tu peux les avoir différemment. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au bout d'un moment, les boutures, quand il fait sec, ça ne marche plus. Donc il faut trouver des alternatives, quoi. Et du coup, mettre des boutures et faire des pots avec, c'est un peu l'idée aussi qui est développée là. Et juste une deuxième petite question, tu as parlé de la phytosociologie, avec Elise, Corinne Biotope, tout ça. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur l'évolution justement de ces phytosociologies en fonction du changement climatique déjà? Est-ce qu'on aura des références plus tard? Parce que c'est vrai qu'on nous demande de prendre des références Corinne Biotope pour identifier les végétations présentes et autres. Si aujourd'hui tu dis qu'elles sont un peu has-been, on va dire, comment ça fonctionne? Vous ne voyez pas qu'elles sont has-been sur le terrain? Il n'y a que moi qui le vois. Quand on l'utilise, j'avoue que je l'utilise pas beaucoup, mais... Non, mais ça change, je veux dire, le monde change. C'est pas grave, c'est juste comme ça. Après, c'est une bonne question, j'aime bien ta question, Aurélien, merci. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Moi, ce que j'ai lu, j'imagine, il y a tellement de choses, c'est difficile d'être à jour sur toute la biblio, parce qu'il y a tellement de... Aujourd'hui, ça prolifère de partout. Moi, j'ai rien vu là-dessus. J'ai vu des choses sur les nouveaux écosystèmes, on appelle ça des nouveaux écosystèmes. Mais le problème, c'est que, en fait, il y a une vision de la phytosociologie qui est une vision statique.
c'est-à-dire que organismique, c'est-à-dire que c'est la vision, l'écosystème est un individu qui ne bouge pas, avec telle espèce, telle espèce, telle espèce. C'était déjà faux, mais aujourd'hui c'est complètement faux. Donc en fait l'outil est plus bon. L'outil est plus bon parce que de toute façon ce que tu observes aujourd'hui, si c'est une forêt à rebigner et renouer, pour appeler ça voilà, nouveau sigmatum en phytosociaux, renouer en bas et puis rebigner au-dessus. Au final, voilà 2 espèces, c'est assez simple. Ça te fait une classification, mais ça va bouger. Ça bouge, tu les vois, il y en a qui crèvent, il y en a qui arrivent. Ça se déplace. En 10 ans, ça n'a plus rien à voir. Donc je pense que l'outil est plus bon. L'outil est intéressant. Je ne critique pas la conservation, c'est très important. Je ne dis pas qu'il faut... mais il y a plein d'endroits. C'est comme c'est comme notre travail avec Mireille sur la renouée, c'est comme vouloir éradiquer la renouée, quoi. Au bout d'un moment, ok, ça marche pas. Donc au bout d'un moment, vouloir garder ces espèces sur sa berge, si c'est pour, il faut falloir cramer tellement de pétrole que c'est mieux de faire autre chose. Mais je pense pas qu'il y ait les outils. C'est pour ça que j'interroge ça, et c'est pour ça que j'aimerais travailler avec des sociologues sur ces questions, parce qu'en fait, c'est des questions, c'est des choix de société, en fait. Derrière, c'est des choix de société. Qu'est-ce qu'on veut faire? Moi, j'ai pas la réponse. J'ai des outils techniques, j'ai un peu de culture, j'ai travaillé des trucs, mais qu'est-ce que les gens veulent? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que les élus veulent? Qu'est-ce que Madame Michu au bord de sa rivière elle veut? Tout ça, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte. C'est vrai qu'on n'est plus dans une vision techniciste. Moi, quand j'ai commencé à bosser, c'était un peu nous qui avions raison. On était les ingénieurs, on allait vous expliquer. Aujourd'hui, c'est vrai que ça marche plus comme ça. Cyril, syndicat Lison. J'ai une toute petite question. Donc, vous disiez grosso modo pour les bonnes pratiques, en termes de bonnes pratiques pour s'adapter aux sécheresses, vous disiez couvrir les sols par du coco, des jutes, etc. Ouais, excuse-moi. Est-ce qu'on a une idée du bilan carbone en fait de tous ces... On n'en a pas vraiment parlé, et quelque part pour moi aujourd'hui c'est quelque chose d'assez fondamental, je pense, pour tout le monde dans la salle. Nous, d'une manière générale, on va travailler là sur un plan de gestion sur les espèces exotiques envahissantes, et grosso modo, la question aujourd'hui, c'est quelle technique utiliser, quel coût, quel bilan, et est-ce qu'il existe des outils existants pour ce fameux calcul du bilan carbone, quoi. Merci. Ouais, merci pour cette question aussi. C'est pas facile de répondre à une question comme ça. C'est une bonne question. Pour parler juste des géotextiles, après j'irai sur le bilan carbone, mais pour parler juste du géotextile, a priori ça améliore, pas forcément dans toutes les conditions, parce qu'il y en a aussi qui m'ont dit, par exemple le BRF, moi j'ai remarqué, des gestionnaires m'ont dit, moi le BRF, il capte toute ma flotte de la pluie, il sèche, après il n'y a rien qui rentre dans le sol. Donc voilà, je pense que ça va clairement dépendre des endroits, des conditions. Aller faire chercher des géotextiles qui sont fabriqués à l'autre bout du monde, est-ce que c'est une bonne idée? Je sais qu'en France on utilise beaucoup de géotextiles. Il y a des pays où on en utilise beaucoup moins, et on fait aussi quand même beaucoup de génie végétal, notamment en Italie. Il y a plein de trucs qui sont faits hyper ambitieux, sans géotextile. Bon, après, le maître d'œuvre, je pense qu'il prend un peu plus de risques. Mais là, il y a une vraie question sur le géotextile. Des fois, on voit des hectares de géotextile, et on se dit, mais on aurait peut-être pu faire autrement quand même sur des terrains plats. Donc, il y a peut-être une tendance aussi à l'utilisation du géotextile. Et je pense que la question du bilan carbone, elle est légitime. Moi, je l'interrogeais un peu sur des énormes chantiers, sur de restauration. On restaure, mais en restaurant, on accélère encore la machine. Donc, jusqu'où on va comme ça? Rien faire, est-ce qu'on ne fait rien? Je n'ai pas la réponse. Je pense que vous vous posez les bonnes questions. Peut-être un élément que je peux vous donner, c'est qu'il y a des études qui ont été faites pour qu'on comparait le génie civil, le génie végétal, les enrochements et les différentes techniques sur le bilan carbone. Et ça montre clairement l'intérêt net pour les techniques végétales. Ce qui n'est pas forcément une photo, ce qui n'est pas forcément surprenant, mais en tout cas, c'est démontré. Mais non, je pense que vous prenez le bon chemin, mais que c'est pas simple, et qu'il y a plein de fausses bonnes idées aussi là-dedans, et que faut rester peut-être humble et puis low-tech, quoi, le plus possible. De toute façon, on le voit. J'ai été très marqué sur les low-tech par une visite que j'ai faite sur la Sévresse, qui est une rivière qui descend du Val Gaudemar, donc une rivière qui prend énormément de crues chaque année, parce que le bassin versant est largement au-dessus de 3000 sur une grande partie. Et il y a un ouvrage en génie civil, très beau, en enrochement, qui tient la route départementale, qui a coûté 2 millions d'euros. Et à côté, il y a un ouvrage low-tech avec du bois mort qui a coûté 80 000 euros. Et qui protège un peu moins, parce qu'il ne protège pas tout le talus, il est juste en pied de berge, etc.
Mais la rivière a pris une crue cinquantennale, et une crue cinquantennale sur cette rivière, ça charrie des gros blocs quand c'est vraiment terrifiant. Et ça a tenu. C'était un peu dégradé, mais ça a tenu. Donc on peut se demander aussi s'il n'y a pas un peu aussi d'avenir à repenser. Je pense que ça procède aussi du travail des philosophes comme Homo Rizzo, comme Olivier Armand, ou comme a travaillé les sociologues là, sur la façon de changer sa façon de penser le travail. Ça nous demande à tous de nous placer dans des zones d'inconfort et d'essayer des nouveaux trucs et de prendre un peu de risques. Il ne s'agit pas de mettre en danger les gens, mais sur certains endroits où on peut le faire, des expérimentations, des endroits où les enjeux sont plus faibles, où il y a un peu de mou, se lancer, essayer des nouveaux trucs, regarder. Mais je pense que la question est bonne. Des méthodes techniques pour calculer les bilans carbone, il y en a plein, ça peut se trouver et à regarder, mais je pense qu'interroger ça, c'est comme pour les scientifiques, interroger leur voyage à l'étranger, interroger le nouveau accélérateur de particules, etc. Je pense qu'on a tous besoin d'interroger nos pratiques par rapport à ça. En plus local, il commence à exister des géophilets en laine de bois. Après, ça vaut plus cher. Et voilà, ça ne vient pas du monde. Donc tu dis qu'en plus local, parce que tu n'as pas le micro, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu, qu'en plus local, ils se font des filets en laine de bois. Donc peut-être moi, donc j'ai vu ça à l'étranger, j'ai vu ça en Suisse notamment parce que les coûts sont quand même le porte-monnaie un peu plus garni. Mais toi, tu as vu ça en France? Il commence à faire la pub, ouais. Ça veut dire que c'était- commence à nous présenter, on n'en a pas encore posé, mais il commençait à vouloir nous proposer, mais il me disait par contre, il faudra mettre le budget. C'est ça, on peut penser que la laine de bois, parce qu'en fait, ce qui fait l'avantage du coco, c'est sa teneur en lignine. Et du coup, avec la laine de bois, là, on va peut-être avoir un truc qui va permettre d'éviter de faire venir du coco de l'autre bout du monde si on trouve effectivement des coûts qui sont acceptables pour la mise en œuvre.